bonjour. Il est quelle heure? Il est 6h40. Même Mouleti est debout. Donc je vous incite à vous réveiller. C'est la prière matinale, c'est la motivation matinale, c'est le punch. Pour ceux qui sont en Europe, vous connaissez la valeur du froid. Le froid qui s'installe et c'est l'occasion de penser à tous ceux qui n'ont pas un toit, à tous ceux qui dorment dehors ou dorment sur les canapés des gens depuis des années. C'est pas évident. Donc courage à vous et puis courage à ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux en ce moment. C'est là où on doit mesurer la chance qu'on a d'être en vie et d'être apparemment en bonne santé. Donc profitons pour garder cette énergie et prions pour ceux qui sont en difficulté. Voilà, donc prier, ça veut dire aussi penser positif et ne pas toujours verser dans les dogmes. Alors, ma fille Rachiona, qu'est-ce qu'elle me dit? Bonjour. Tonton, retourne le téléphone, nous ne t'entendons pas. Ah bon? Vous ne m'entendez pas? Alors, il faut placer le téléphone comme ça. Je le croyais bien comme ça. Alors, dites-moi, est-ce que vous me voyez incliné ou penché? Oh là là. Bon, on va peut-être recommencer alors. Hein? En réalité, mon téléphone est à la charge. Si je le mets debout là... Oh. Comment vous me voyez là-bas à la maison? Alors, vous voulez que je lève le téléphone comme ça, c'est ça? Vous me voyez incliné. Mais si je mets le téléphone debout, vous n'allez plus bien me voir. Bon, je vais essayer quelque chose. On va reprendre. Qui est... Voilà, donc on laisse alors comme ça. Donc je vous dis merci d'être là, très nombreux, comme toujours. Qui a dit que je suis matinal là? C'est Valdez. Valdez, il faut prendre ton livre. Hein. Ouais, il faut être matinal. Vous savez, il y a une expression anglaise qui est simple. Early to bed, early to rise. Tôt au lit, tôt debout. C'est pour ça qu'avec l'âge, on n'a plus le temps à perdre. Hein? Je n'ai plus la force d'aller dans les soirées, passer 6 heures à crier, à danser. Alors que j'ai des choses à faire, j'ai du... Et vous savez que les réseaux sociaux nous donnent toujours l'occasion de nous exprimer, mais bon, pas de se justifier. Il y a des jeunes frères un peu aigris sur la toile, hein, ça tu ne peux pas contenir. Et j'ai vu un commentaire où quelqu'un a traité le pépé de chômeur. Et je lui donne rendez-vous dans, comme avait dit Paul Bianon. Le chômeur est donc directeur général de BKZ. BKZ, c'est la télévision qu'on est en train de mettre sur pied depuis près de 2 ans, plus de 2 ans. Et BKZ a ses bureaux à Paris et on emploie du monde. Et BKZ a ses bureaux à Yaoundé, en plein cœur de la capitale, à Elixono. Donc, je vous parle en tant qu'actif aussi de Kezan, l'application que je vous invite à télécharger. Et on n'est pas là pour répondre, on est là pour faire. Hein?
C'est-à-dire, donc finalement, tout le travail qu'on donne ici comme enseignement ne servira à rien. Je m'arrête là. Non, ça c'est pour rigoler le matin parce que moi, j'ai pas le temps de lire les commentaires. Hein. On est en train de travailler énormément et de temps en temps, on jette un coup d'œil et puis il y a toujours un petit mot. Et il faut toujours quand même, il faut toujours répondre. Hein. Pas directement, mais on vit dans une époque aujourd'hui, il ne faut plus jamais se laisser insulter. Quand il y a plus de 20 ans, je faisais ma thèse et j'étais journaliste. Euh, je travaillais en France, ici à Paris. Et le temps de monter sur Paris, je suis tombé sur un ancien camarade de classe qui avait un appartement à Créteil. Il s'appelle Niemp Baldo et il était vigile. Moi, je suis journaliste et mon ami et frère a essayé de m'héberger en colocation. Et puis quelqu'un a écrit que si tu t'amuses, je vais dire où tu as habité. Chez mon ami. Bon, est-ce que être en colocation est un crime? Vous voyez comment les réseaux sociaux, ça c'est pour vous les jeunes, les réseaux sociaux sont devenus un endroit où si vous n'avez pas la force mentale, n'y allez pas. Surtout quand vous êtes un Africain. On se plaint de l'esclavage des Blancs. On se plaint de la méchanceté du reste du monde sur nous. On se plaint de l'injustice. Mais dès qu'un Noir veut déjà exceller ou briller, tous les autres frères veulent à tout prix l'abattre. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive de venir sur la toile montrer en réalité qui vous êtes? Il n'y a personne qui a un peu de retenue. Vous savez, les dangers de la télé que vous voyez là, parce que la Facebook, tout ça là, c'est la télé. Hein. Le danger de la télé, c'est que tout le monde veut être populaire et star. Tout le monde veut être reconnu. Et c'est ça les dangers de ce siècle. Et personne ne sait donc plus finalement comment faire. Et comme ça ne marche pas, après 2 directs, tu n'as aucun like. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être vu? Il faut danser. Quand tu ne danses pas, tu chantes. Quand tu ne chantes pas, tu insultes. Bon, mais insulter encore, c'est bon. Mais diffamer, c'est la prison. Tous les jours, il y a des prisonniers ici. Et tu te demandes, mais comment les gens font pour être en difficulté? Faites autre chose. Achetez les livres. Lisez. Vous ne voulez pas des gens brillants. Vous ne voulez pas des enseignements. Quelqu'un m'est passé dire l'autre jour, j'ai regardé ça, quelqu'un est passé dire qu'on n'est pas sur Facebook pour... on n'est pas sur les réseaux sociaux pour enseigner. J'ai dit, waouh. Mais on est donc sur les réseaux sociaux pour parler de proxénétisme, de prostitution, de vulgarité, de sauvagerie. Mais on a des enfants qui nous regardent. Ça, c'est une université, c'est une école de la vie. Comme vous êtes dans la vie, c'est comme ça que vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc faites attention, c'est très compliqué, très compliqué. Tout le monde veut briller aujourd'hui. Hein? Tout le monde veut être milliardaire, tout le monde veut s'enrichir, tout le monde veut être célèbre et connu en même temps. Mais personne n'a plus le temps d'apprendre. C'est un apprentissage. Hein? C'est une discipline. Hein? D'ailleurs, il y a un livre que je suis en train d'écrire sur l'autodiscipline et la discipline. Auto et interdiscipline et autodiscipline. Parce que j'ai décidé d'écrire maintenant des livres plus pratiques. Des livres pour transformer directement les gens. Parce que j'ai constaté, on a beaucoup de problèmes. On est limité sur beaucoup de points. Et j'ai dit que l'Afrique ou les Africains, on demande aux Noirs de faire une course de 100 mètres alors qu'on vient de leur couper une jambe et un bras. C'est-à-dire, on est devenu indépendant du jour au lendemain. On te demande d'aller en compétition avec des nations qui ont 5 siècles, qui ont 3 siècles de démocratie, qui ont trouvé l'industrie.
qui ont trouvé la science. C'est ça notre difficulté. La difficulté, c'est pas de tuer un Africain qui perd son temps à vous éduquer ou à essayer de former les citoyens, blancs, noirs, jaunes. Mais les Africains, nous devons prendre nos responsabilités. Nous sommes vos grands frères. Nous aussi, on a des grands frères, mais qui n'ont rien fait. Et qui sont aigris aujourd'hui parce qu'ils ont 60 ans. Et poussière. Ils étaient égoïstes, enfermés, ils n'ont pas vécu ce monde qui bouge. Nous, cette génération-ci, on a un rôle. On a un rôle. Quand je regarde la masse, je vais en Afrique, là je sors du Cameroun, je vais retourner, tu vois les jeunes partout, il y a les enfants. Notre pays a des enfants de 20, 30 ans, 20, 30 ans, 20, 30 ans, partout. Dans les villages, 15, 20, 30 ans. Et si on laisse cette jeunesse-là aujourd'hui entrer dans la vie comme ça, elle va... Alors, il y a un monsieur ici qui s'appelle... On ne bloque plus les gens sur Facebook. Mon fiston, va sur ta page, écris tes choses, s'il te plaît. Et d'ailleurs, comment on fait? Essayez de me dire comment on fait pour que les gens prennent... Motapa Meo. Comment on fait pour que les gens prennent l'antenne, c'est ça? Je connais pas bien comment ça se passe cette histoire-là. Comment on fait pour partager l'antenne? Vous voyez, on est dépassé nous-mêmes. Ephraim. Mais comment on fait pour partager l'antenne? J'essaie d'inviter Jean-Pierre Bekolo. J'invite un ami. Comment on donne l'antenne? Comment on donne l'antenne? Facebook a changé les règles. Donc on peut faire des vidéos maintenant partagées, c'est ça? Comment on fait pour partager l'antenne? Alors, donc, aidez-moi. Voilà, faites participer, c'est ça? Comment les jeunes là font même pour faire partager l'antenne? Je sais pas. Tac, 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 tac. Ah, mon petit frère Ivan Djoko, je vous envoie votre livre tout à l'heure. Ok, comment ça se passe? Landry, essaie un peu de... Landry Motapam, essaie de me demander à participer à mon émission ce matin. Je veux donner un peu la parole aux jeunes et écouter les Camerounais et les Africains. Oui, bonjour Landry. Comme fais une demande de participation à la vidéo. Ah, ok. C'est ça. Et j'appuie, non? Bon, fais encore la demande. Je ne sais pas comment... C'est compliqué, hein? Est-ce que Landry Motapam peut faire une demande? Landry, tu peux faire la demande ou pas? Mais j'ai répondu. Enfin, refais, relance encore. S'il y a des paramètres à faire, c'est que je vais entrer dans les réglages. Je connais quand même encore. Alors, où est le livre de M. Ivan Djoko?
Oui, refais Landry, refais mon petit. Yvan Landry Njoko. Mon petit frère Njoko Yvan, ton livre est prêt. Il y a Maëva de Brest aussi. Il y a M. Bekolo. Je fais mes dédicaces tous les jours. Hein. Donc vous commandez vos livres et puis ça va vous servir. Alors, Landry, refais la demande. Le pays, c'est compliqué. Hein. Can you do the demand? La critique est aisée et l'art est difficile. N'est-ce pas? Fais la demande. Alors, donc je vous expliquais, je veux vivre pleinement mon époque, ça c'est la page 110, avoir une voiture neuve, voyager dans des conditions modernes et non subir, pleurnicher. Et c'est de démontrer par l'absurde que si on est pauvre, c'est la volonté de Dieu. Alors prions, crions, prions, encore et encore. Encore dans les chapelles érigées en plein centre-ville pour plus de nuisances dans le quartier. Ce n'est qu'ainsi que nous produisons des particules de misère. Quand les autres refroidissent l'atome pour éclairer leur destin avec l'uranium dérobé sous tes pieds à ciel ouvert au Niger. Continuez de vous bander les yeux avec le turban venu d'Orient pour vous faire passer pour les Tchèques. Oui, les autres vous siphonnent des barils de pétrole sans barrir. Oui, le monde ne nous attendra pas, ne vous attendra pas. Il est l'heure d'entrer dans le train. Vous savez, vous avez les dirigeants médiocres. Si vous avez donc des dirigeants médiocres, chassez-les. À moins d'être aussi médiocres qu'eux. Je n'aime pas les pays où on consacre la paresse et l'ignorance. De vous à moi, malgré toutes les bonnes volontés du monde, comment un continent qui tourne le dos à la curiosité scientifique peut-il prétendre à se développer? L'Afrique a toujours été un vaste comptoir colonial, un ramassis de hangars pour portugais, grecs, français, allemands et anglais. On y étale la friperie, on expose la drogue, du tabac, des paris, du sexe, des plastiques, mais jamais de l'industrie véritable, jamais de technopole. J'ai visité tant de pays là-bas. J'ai croisé plus d'églises, plus de bars insalubres, plus de circuits bésodromes, mais rarement des cités de la science, presque jamais de bibliothèques, pendant que la Chine inaugure des centres commerciaux dédiés aux livres et au savoir sur des centaines d'hectares. En Afrique, malgré le dynamisme de la jeunesse et la débrouillardise affirmée de celle-ci, le développement n'arrive pas. Les gens ont le visage de la défaite. Ces pays voyous, comme on les qualifierait en sciences politiques, n'ont aucun sens de la planification économique, aucun système programmatique, que la vision politique. Leurs dirigeants veulent bien faire, mais ils croient bien faire sans avoir les outils du savoir-faire et du savoir-être. L'Afrique est un apprenti docile face à l'Europe en termes de misérabilisme. C'est ici que la misère est née. Ceux qui ont lu Les Misérables de Victor Hugo savent que Fantine en arrive à se faire arracher les cheveux, mais aussi les dents, pour les vendre afin de nourrir sa petite famille. Le guide, il me semble que
le guide, il me semble que je ne vous ai pas écouté sur la guerre en Europe. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir comme guerre? La guerre, on la vit en Europe. Là, je suis à Paris. Je peux vous dire que j'ai mis le carburant de 150 000 sur un plein de 75 000. Donc, le prix du carburant a doublé sous prétexte d'une grève. Et ça, c'est un vol terrible. Et la vie commence à être très dure. Et l'hiver arrive. On va couper la lumière, l'énergie, le gaz. Alors, vous voulez que j'explique quoi? Parce que c'est difficile. Il y a un zozo là sur YouTube qui s'est permis. Et ce qui est bizarre avec vous, c'est que vous avez quelqu'un qui a un faux profit. Lui, il a un faux profit. Il dit qu'il s'appelle Willy ou Chanchua Kila, un abruti. Il n'a pas sa vraie identité, mais il te critique. Et ce monsieur m'a dit, oui, sujet traité, mais pas très cohérent. Monsieur, vous êtes qui pour parler de cohérence quand on prend un sujet? Ça fait 25 ans que je suis éditorialiste. 25 ans. Et je fais des publications à valeur de thèse, à hauteur de centaines de millions de mots. J'ai déjà écrit plus de 10 millions de mots dans ma vie, 10 millions. Et quelqu'un se lève et dit que je ne suis pas cohérent, comme s'il peut lui-même écrire même son acte de naissance. Alors, quand vous me posez des sujets vagues sur la guerre en Europe, soyez précis, par exemple. Hein? Parce que c'est vous, après, qui écrivez, vous jugez les gens sur Facebook ou YouTube. Vous n'avez même pas qualité. Je fais des conférences de 6 heures de temps sans bord et je suis cohérent de A à Z. Alors, ce n'est pas un maigrichon caché sur YouTube en faux profit qui va nous donner des leçons. Alors, toi, par exemple, si tu as une question à poser, tu me poses une bonne question. Soit tu prends l'antenne, soit tu écris bien. Parce que quand tu me dis que tu ne m'as pas entendu sur la guerre en Europe, je ne sais pas quelle question. Comment tu veux que je réponde, mon frère? C'est un matin de causerie, mais d'actualité aussi. Je suis ouvert à l'actualité. Vous savez, l'Afrique est on est au carrefour de notre destin. Et c'est ça qui me fait mal, parce que j'ai vu, on a reçu Kémy Séba dans une télévision au Mali. Les Maliens lui ont demandé, mais vous nous encouragez donc à faire la guerre à la France, au profit de Wagner et de la Russie. Qu'est-ce que la Russie peut apporter au Mali? Donc, moi, ma position est claire, par exemple. Ne quittons pas d'un esclavage à un autre. Les Russes n'ont pas la capacité de développer un pays. Même en Centrafrique, c'est des hommes d'affaires véreux. C'est des commerçants. Ils vendent de l'or dans le propre pays où ils puisent de l'or. Ils contrôlent tout. Donc, il faut faire très gaffe. Et c'est ça le paradoxe aujourd'hui. Est-ce que la Russie peut aider un pays à se développer alors qu'eux-mêmes ont des problèmes économiques? L'armement, oui, ils ont, encore que c'est une faible armée. Je vous garantis que les États-Unis ont 50 fois la puissance militaire que les Russes peuvent avoir. La seule dissuasion de la Russie, là, c'est l'arme nucléaire. Mais Poutine s'affaiblit de jour en jour. On est en train d'affaiblir Poutine. Les Américains sont les experts militaires en matière de géostratégie. Avec juste l'Ukraine comme pays tampon, ils se servent de l'Ukraine pour affaiblir les défenses russes. La guerre, là, va mettre 5 ans. Et au bout de 5 ans, ils vont tuer Poutine, ils vont l'arrêter. Sauf si Poutine décide de bombarder le monde entier. Bon. Mais moi, je ne vois aucune issue. Il ne faut pas encourager parce qu'on est aigri en Afrique. La Russie n'est rien économiquement. La Russie n'a même pas l'économie de la Côte d'Ivoire. La Russie n'a même pas le dynamisme économique du Nigeria. Donc faites très attention, ce n'est pas une puissance économique. C'est une puissance nucléaire, c'est une puissance d'armement. Ils ont les anciens Sukhov, les anciens Antonov. Ils n'ont pas. Hein? Alors, Dieudonné dit, oui, le guide, j'attends dire l'Europe est développée. Je n'entends pas bien ta question. Prends l'antenne et tu m'expliques toi-même. Hein? Dieudonné là. Alors, expliquez
que les Européens refusent le gaz russe et fait arrêter les usines. J'arrive pas à comprendre. La Russie n'atteint même pas l'Espagne. La Russie n'est pas une force économique. C'est peut-être maintenant. C'est maintenant qu'il voulait. Et Poutine est là pour rétablir la grandeur de la Russie. Poutine, c'est quelqu'un qui arrive comme un sauveur et il dit, mon pays, je vais le réhabiliter. Je vais donner la force à mon pays. Mais Poutine n'a pas la force. Il n'a aucune force. Regardez l'armement. Vous n'écoutez même pas les Vox. Il y a un peu de manipulation, évidemment, il faut être prudent. Mais les militaires russes fuient. Ils sont affamés. Derek Lemogum Tsafak. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais les Russes ne peuvent pas aider un pays. Oh, vraiment. Je n'ai pas dit que les Allemands peuvent. Les Allemands peuvent, les Français peuvent, les Anglais peuvent, mais ils sont de mauvaise foi. Les Anglais, les Français détestent les Noirs. Ils détestent l'Afrique. Ils prennent l'Afrique comme un continent à punir. Et ils ont donc des failles. C'est pour ça que les Français eux-mêmes savent qu'il y a une arrogance française. Il y a une arrogance française en Afrique qu'on dénonce depuis des années. Ça ne fait pas de nous des anti-français. Il y a une arrogance diplomatique. Il y a une arrogance militaire française qui embête. Et ça énerve. Les Noirs, les Français énervent quand ils sont dans un pays. Parce qu'ils vous vendent la bière et la bouteille. Et l'étiquette et le bouchon. Ils ne vous laissent même pas vous développer. Ils ne vous laissent même pas 5 cm de respiration. Mais à part ça, la France est un pays très joyeux. C'est le paradis sur terre. Hein. Moi, je vous dis. Pour ceux qui veulent expérimenter la liberté, venez en France. C'est-à-dire que la France, c'est un pays vraiment de lumière. C'est un pays de grandeur. C'est le plus beau pays du monde. La France dépasse la Suisse 1 milliard de fois, dépasse l'Allemagne. La France dépasse tous les pays du monde. En termes de qualité de vie, d'idées, de... Je vous dis. En Suisse, tu vis là, il n'y a que les zombies et les prostituées et les gens fous. Les psychédéliques, hystériques d'argent. Il n'y a pas de liberté. La Suisse, c'est comme un coffre-fort. Tu vas en Allemagne, il y a un racisme syntonique. Synthétisé même. Aux États-Unis, alors, bon, leur programme politique, c'est détruire les Noirs américains. Et les rendre fous. Le destin d'un Noir américain, c'est de grandir et d'aller en prison. Ou de mourir en route comme un chien. Tué par un militaire blanc, un policier blanc raciste. C'est la caricature. Évidemment, il y a des Noirs qui font des études, mais la plupart des Noirs que vous voyez réussir aux États-Unis, c'est les Africains, c'est les Camerounais, c'est les Nigériens, c'est les Haïtiens même. Mais les Noirs américains nés là, de pure souche, n'ont aucun destin parfois. Il y a combien de Noirs américains docteurs? Noirs américains, PhD. Tout ça, c'est les nègres venus d'Afrique et d'ailleurs qui font un peu les études, qui se battent. Donc, nous sommes, en France, c'est un pays qui est plus ouvert pour l'idée, pour la grandeur, pour la beauté. Mais la France, quand elle sort de sa coquille, là, elle arrive. Hein? Voilà. Et les Noirs américains détestent les Noirs africains. Je n'ai jamais vu ça. Il y a aussi ce sentiment que les Antillais ont avec les Africains, là. Même si ça commence à diminuer. Il y a quelques Antillais qui commencent à se réveiller. Mais rien n'explique qu'aux États-Unis, il y ait 40 millions de Noirs et ils ne rentrent pas investir en Afrique.
Ils ne pensent pas créer des universités, des entreprises. De temps en temps, Oprah Winfrey donne une école au Zimbabwe, bon, tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Ces gens-là devaient avoir la conscience pour se dire on a un pays d'origine. On a un continent d'origine. Et il faut rentrer, investir, aider. Parce que s'ils aident l'Afrique, on est 1,5 milliard. Ça va donner la force pour qu'on crée dans l'Union africaine dont on rêve tant. L'Union africaine est d'abord économique. Il n'y a pas d'union politique. Il ne peut pas avoir d'union politique. Mais l'économie, c'est une action politique. Est-ce que vous comprenez la différence? Il faut arrêter de mentir aux gens. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de panafricanisme politique quand les gens ne mangent pas bien. Quand les gens ne se parlent pas, quand ils ne voyagent pas. Donc pour qu'on soit panafricaniste, il faut qu'on commence déjà à voyager sans passeport, qu'on commence à acheter, qu'on commence à s'installer, qu'on commence à fabriquer en Afrique, créer un marché commun. Et ça, Cheikh Anta Diop l'a écrit en 56. C'est pas moi qui... Hein? Alors tout ce qu'on fait là, panafricanisme et tout, la preuve. La preuve, dès qu'un noir veut exploser, dès qu'un pays... Bon, les gens veulent détruire la Côte d'Ivoire, par exemple. Les gens n'aiment pas la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire expérimente un peu un panafricanisme économique. La Côte d'Ivoire n'est pas dans le panafricanisme politique. Et Houphouët-Boigny l'avait déjà dit. C'est pour ça qu'il y avait deux tendances. La Ligue d'Abidjan et la Ligue de Conakry. Ceux qui ont dit non à De Gaulle. Depuis que la Guinée a dit non, le nom de Sékou Touré nous a amenés où en Guinée? Ils se sont retournés donc vers la Russie. Et la Russie n'était même pas capable de leur donner des vieilles ladas. Et ils sont derniers jusqu'aujourd'hui. Alors donc c'est un cheminement. L'Afrique va se développer, mais pas en étant fermée elle-même. Il faut s'ouvrir à de nouveaux partenariats. C'est-à-dire, vous dites à la France, voilà ce que nous on veut. Voilà ce qu'on ne veut pas. Or, nos dirigeants, qui sont la plupart du temps des petits dictateurs sans épaisseur, n'ont pas le courage d'affronter Macron. C'est pour ça que quand, au début, je parlais de la Côte d'Ivoire ici, ça m'a attiré quelques incompréhensions, je comprends. Et les Ivoiriens aussi sont un peu filous sur les bords, ils ne tiennent pas parole. C'est pour ça que parler de la Côte d'Ivoire m'apporte rien du tout. Mais, pour être honnête avec vous, la Côte d'Ivoire est en train d'expérimenter Dieudonné, écoutez-moi bien, Ouattara est panafricaniste. Parce qu'il est en train d'expérimenter. J'espère que vous avez la capacité de comprendre. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, c'est un pays plus ouvert que tous les pays panafricanistes que vous dites là. Citez-moi un pays panafricaniste en Afrique. Panafricaniste, ça veut dire être un havre de paix pour les Africains de tous bords. Vous dites ici que Ouattara lui-même est ivoirien, est burkinabé. Il est panafricaniste. C'est vous-même qui dites ici, allez en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas l'impression d'être étranger. Vous êtes tout de suite à l'aise. Et les affaires roulent. La France qui nous donne 1 centimètre de goudron à Douala, là, avec Razel, c'est la même France qui fait les ponts de 4 étages à Abidjan. C'est la même France qui goudronne les boulevards, les autoroutes. Donc, il y a un problème de conception, de définition des rapports. Donc, si Ouattara réussit ça, parce qu'on accuse la France de tout et de rien parfois, comme si c'est à la France de venir balayer vos poubelles. La France est un État capitaliste qui va capitaliser sur chaque opportunité qu'elle a. Sur le CFA, si elle peut vous écraser, elle vous écrase. Sur les infrastructures, le prêt. Écoutez, ce que la France donne, par exemple, au Cameroun en termes d'aide au développement, c'est eux qui font les caniveaux à Bertois. Ils donnent les forages à Yagoua. Ce n'est pas le rôle d'un pays comme la France. On n'a pas demandé ça à la France.
Moi-même, quand on dit faisons nos forages, vous nous insultez. Voilà à quoi est souvent... voilà nos rapports avec la France. On se vend très moins cher. Ouattara connaît le système financier mondial. Ouattara connaît jouer avec la France. Ouattara sécurise les avoirs des Français et il permet aussi aux Ivoiriens d'avancer. C'est une option. C'est à vous-même de juger maintenant. Regardez, comparez la Côte d'Ivoire et comparez un pays d'Afrique comme le Congo, Brazzaville ou je ne sais pas quoi, central. Regardez la différence. Même au niveau des budgets. Le budget de la Côte d'Ivoire est 2 ou 3 fois supérieur à celui du Cameroun. Alors que c'est les mêmes pays, même PIB par... Mais il y a un déséquilibre. Pour vous, panafricanisme veut dire la haine ou s'enfermer ou chasser le blanc. Je ne comprends pas. Donc, je ne comprends pas. Panafricanisme, pour moi, veut dire comment aider l'Afrique à être riche, à se développer. C'est pas ça. Alors, on me dit qu'ils ne peuvent pas participer à la diffusion. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas participer? De vivre en paix africaine. Dis donc, Dieu donné, dis donc. Laisse-moi le bruit le matin. Je ne sais même pas si tu comprends ce que tu dis toi-même. Bien être un panafricaniste. Ouais, ouais, ouais. C'est un panafricaniste. Parce que malgré tout, quand vous regardez, le Cameroun a peut-être ses lacunes, mais le Cameroun est là. On a une stabilité qui vient peut-être de Dieu, de vous-même. Solidarité où se met en termes d'accueil. Vous avez un pays, le Cameroun a des mentalités. Le Cameroun est très bien, est un très grand pays. La beauté du sol, du sous-sol, le paysage, et une culture de l'espièglerie. Le Cameroun, il peut regarder tout ce qui se passe dans le monde et il revient. Mais le Cameroun est très fermé. Les Camerounais ont l'idée que c'est eux seuls qui peuvent développer leur pays. Et c'est là où la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens nous dépassent parce que les Ivoiriens sous-traitent leur pays. Ils sont vides. Atteignent rarement un taux de 50% de remplissage. Sauf quand il y a des séminaires, des colloques. Mais le Cameroun n'est pas un pays touristique. Quand vous arrivez chez moi dans une ville comme Kribi, les seuls touristes que vous voyez, c'est parfois 2 ou 3 petits blancs retraités, les vieux. Et ils ont des petites filles de 16 ans derrière les motos. Hein. Mais si un noir, si un Camerounais de 50 ans a une femme de 18 ans, la famille va crier. Mais à Kribi,
où les Atangana sont partout, même à Yaoundé. Vous voyez toujours un vieux blanc retraité de 70 ans. Il bâche sur une moto avec une fille de 22 ans, de 20 ans. Et la famille est d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'activité touristique. Quand vous arrivez dans des pays comme le Sénégal, le tourisme, c'est 40% du PIB. Tous les Occidentaux veulent aller voir Dakar. On ne paye pas de visa. On prend le visa à l'entrée. Donc, il y a des commodités, il y a des facilitations. J'ai assisté une fois à un truc, un colloque où des Camerounais, où ils parlaient d'attractivité du Cameroun. Ils sont venus vendre les masques des chefs ici, des chefs de l'Ouest. Comment vous voulez être un pays touristique quand le touriste doit faire 2 semaines pour avoir un visa? Non, il y a les commodités à régler. Et puis, le Camerounais est un peu fermé sur ce plan-là. Alors, Dieudonné, toi, tu es très violent. Je ne sais pas pourquoi tu es violent comme ça ce matin. Peut-être c'est- tu sais que tu es en faux profit, donc tu peux te permettre. Mais une stabilité sans CNI, c'est faux. C'est faux. Je ne suis pas l'ambassadeur du Cameroun, mais il y a des choses qu'on ne peut pas vous laisser dire quand même. Hein? Si vous êtes aux États-Unis, rentrez. Soyez pas aigris. Hein? Si vous sentez que vous perdez déjà votre vie et votre temps en Europe ou au Canada ou je sais pas, vous prenez rentrez au village, le manioc ne manque pas. Je vous informe qu'on fait la carte d'identité au Cameroun aujourd'hui en 10 minutes. J'ai expérimenté ça. On fait le passeport en 10-15 minutes aussi. Et il sort le même jour. Donc pour la CNI, vous avez faux. Pour l'eau, évidemment, il faut réhabiliter le réseau d'eau depuis les indépendances. Hein, quand on faisait l'adduction de Yaoundé, c'était pour 5 000 habitants. Aujourd'hui, Yaoundé a 2 millions d'habitants. Et plus même. Donc, il faut construire. Là, vous pouvez avoir raison. Mais en même temps, vous pouvez être une société américaine formée par des Camerounais, vous rentrez, créer une société privée de l'eau. Vous ne voulez pas travailler dans votre propre pays. L'électricité, j'ai dit aujourd'hui, on n'a plus besoin de pleurer l'électricité. Hein? L'électricité, chacun peut faire son panneau solaire ou l'acheter en Chine ou le faire fabriquer par nos ingénieurs. Il y a toujours une solution alternative. Nous sommes à l'époque aujourd'hui où on ne doit plus pleurer. Avec le peu de moyens, chacun peut faire quelque chose. Maintenant, si vous parlez d'industrie, moi, j'aurais pu investir plus parce qu'on a le nord Cameroun où il y a le désert, le Sahel. On aurait été plus rentable de faire des fermes photovoltaïques, des fermes de panneaux solaires que des barrages de Mpanga, de Longpanga, de tout ça. Ça nous coûte très cher. Et parmi les barrages au Cameroun, il y a le barrage de Nachtigal, qui est la propriété de EDF. C'est les Français. Et ils sont en train de finir leur barrage. Et il y a aussi des sociétés privées. Il faut que les Camerounais créent des sociétés privées. Ouais, Dieu donné. Je ne suis pas l'envoyé du gouvernement. Vous allez encore m'abattre sur les réseaux sociaux. Mais je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi aussi, non? Gouverner, c'est prévoir vrai ou faste, ou faux. Ouf. Tu as raison, gouverner, c'est prévoir. Je te donne entièrement raison. Mais il faut savoir que
nous allons nous développer. Il faut aimer vos pays, vous allez vous développer. Soyez plus tolérants. Ne soyez pas tolérants à la bêtise, mais je dis, soyons un peu plus tolérants en termes de moyens. Vous savez que le budget du Cameroun, c'est 3 000 milliards. Je ne sais pas, on parle de 4 000 ou 5 000 maintenant, mais c'est prévisionnel. C'est quoi 4 000 milliards? C'est l'argent que mange un petit Américain éleveur de vaches au Texas, par an. Donc, nous n'avons pas d'argent et la diaspora envoie beaucoup d'argent au Cameroun. Mais cet argent-là, c'est pour les tontines, c'est pour acheter le terrain à Odia, c'est pour doter la femme, c'est pour soigner les reins de la maman, la grand-mère, la tante, les oncles. Ce n'est pas un argent pour la production industrielle ou économique. Donc, il vaut mieux donc créer des fonds. Moi, j'ai créé Bissop Fonds d'investissement. On n'oblige personne à venir, mais c'est une manière de lutter, hein, de voir. Est-ce que vous m'entendez? Soyons un peu plus responsables que des enfants. Ne faisons pas comme des enfants ici pour venir pleurer. Hein? Voilà un livre que j'ai écrit il y a 15 ans. Je faisais déjà tous ces constats. Hein? Quand vous entrez dans les bureaux aujourd'hui, vous voyez qu'il y a les papiers partout. Ah, bonjour le guide, j'ai reçu mon livre. Merci, papy. Papy Power. Alors, j'attends que tu donnes les notes. Parce que le livre ici, là, que tu as entre les mains, là, si tu lis ça, tu ne marches pas bien dans tes affaires, je te rembourse. Si ta vie ne s'augmente pas, je te rembourse. Je rembourse tous ceux qui auront des doutes et qui ne seront pas heureux. Donc, quand on fait un direct comme ça, c'est pour dire, comme j'ai dit dans ce livre, que moi, je ne supporte plus les hystériques. Je n'aime pas les ayatollahs de la pensée. Je n'irai pas en villégiature avec les ultra-orthodoxes. Je mets des réserves pour celui qui esclavagise. Donc, ce livre-ci est un manuel pour être riche, pour s'augmenter de soi-même et des autres et de la poche et de la tête. Bref, ça parle de l'éveil, de la spiritualité et de l'argent, grosso modo. Dès que tu as trouvé ces chemins-là, tu as ce qu'on appelle la force de l'écorce. Donc, voilà ce que j'ai tenu à vous dire ce matin. J'apprends aussi vers la fin de ce livre, parce qu'il y a des solutions à la page 153, comment on médite. Parce que il faut faire la différence entre prier et méditer. Prier, c'est une réclamation, c'est une plainte, une complainte. On supplie même. Or, la méditation, c'est faire parler des voix intérieures pour trouver les chemins qui illumineront votre vie. Voilà. Les trois aspects de la méditation, c'est la pleine conscience, la non-culpabilité et la réalisation de notre véritable nature. Ça, je vous apprends ça. Alors, oui, honneur Dieu donné, guide, réponds à ma question. Oui, je vais répondre. C'est quoi ta question? Ouais, j'avais 2 ans quand Biya prenait le pouvoir, mais je pense que vous aviez vécu autant. Amadou, autant d'Amadou. Quelle évolution aviez-vous notée sous le règne de Biya? Oh, lui me fatigue ce matin.
C'est pour ça que quand on fait des vidéos, on n'écoute même pas les commentaires, parce que vous avez gâté la nature même de mon live. Ouais. Bon, je réponds ça et je m'en vais. Alors, il avait 2 ans quand Biya prenait le pouvoir. Quelle évolution sur le règne de Biya? Biya t'a permis d'être aux États-Unis. Mais maintenant, tu es aux États-Unis, tu es là parce que Biya t'a permis d'être aux États-Unis. L'évolution aussi, c'est que Biya a rendu chacun responsable de sa vie. J'étais avec des étudiants gabonais ici à Paris. Quand leur bourse n'arrivait pas, ils se suicidaient. Ils attendent tout de l'État. Et quand ils finissent, ils rentrent, ils courent vite au Gabon, on les attend avec un travail et tout. Le système BIA, grosso modo, a permis à chacun de partir de là où il est. Les Camerounais sont plus malins que ça. Si le régime là ne leur plaisait pas, il aurait changé. Moi, je n'ai aucun doute. Je ne me soucie même pas des Camerounais. Les Camerounais sont très malins. J'ai trouvé un ami qui insultait Biya matin, midi, soir. Il disait que Biya est dictateur. Je l'ai trouvé en Afrique chez un dictateur plus méchant même, 100 fois plus méchant que Paul Biya. Et c'est lui qui s'occupe de la communication du dictateur. Il gagne les marchés. Il gagne des centaines de millions. Et quand je lui dis, mais gars, comment tu peux être ici dans ce pays-ci? Toi qui dis que Biya est ceci et cela tous les jours. Et tu te retrouves en face de quelqu'un qui est 10 fois plus violent. Il me dit, gars, laisse, tout le monde veut gagner, c'est les affaires. Ah, donc toi, tu vas faire les affaires chez un dictateur et tu accuses l'autre, ton père d'être dictateur. Donc, soyez un peu plus sérieux, élévons le débat. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès. Chacun garde ses opinions. Par contre, je ne veux pas que quelqu'un vienne interférer dans mes opinions. Hein? Moi, je respecte. Tout ce que tu dis là dans mon direct aujourd'hui, tout ce que vous dites là, moi, j'accepte, je réponds. Mais il ne faut pas que mes ambitions et mes positions vous dérangent aussi. Il faut savoir accepter. Hein? Ouais, Dieu donné s'il me fatigue ce matin, la question. Je venais faire un cours sur la spiritualité. Je venais faire un live pour parler de la conférence sur le leadership, la masterclass que je fais le 24 décembre à Yaoundé, au Palais de Sport. Et vous devez réserver les places maintenant. Je venais faire un live ce matin pour vous expliquer le contenu du livre. Mais toi, tu m'amènes dans des batailles qui me fatiguent le matin. Je suis fatigué. Hein? Ouais, Dieu donné. Mais l'immigration choisie, c'est pour vous, l'évolution. Mais oui, la preuve, tu es aux États-Unis, tu gagnes déjà fort. Hein? Je don't turn les Américains, un peuple américain, man. Hein? Bien vous aime. Vous voulez qu'ils vous disent quoi? C'est moi qui ai amené Bien au pouvoir. Ouais, les Camerounais sont terribles. Les Camerounais ne veulent pas s'augmenter pour preuve. Les universités sont dirigées par des intellos, mais le système académique ne fonctionne pas vraiment. Ils dirigent les universités, mais les enfants, même étudiants, ben, comment comprendre ça? Dis donc, sont pas Aristide. Ouais. Et son Obekemen, mais toi aussi tu m'agresses avec ma cravate. Je vais en plein Paris. Il est 8 heures, j'ai rendez-vous. Je vais au Georges V. J'ai mes réunions là-bas. Le chômeur a ses bureaux là-bas au Georges V. J'ai des importantes personnalités à voir ce matin là-bas. J'y vais là.
Ouais, Bekemen, je suis au travail et il faut respecter les gens. Hein, moi, ma condition, je n'aime pas. C'est mon bureau. Ici, c'est mon bureau de travail. Et je vous respecte beaucoup. Et il faut être propre. Il faut être digne. Moi, je ne suis pas de ces gens qui vous disent mettez les caleçons et venez faire les lives. Voilà, un peu de dignité quand même. Mhm. Et Sono Bekemen, je ne comprends pas les Camerounais. Tu es beau, tu énerves. Tu es intelligent, tu énerves. Tu es riche, tu énerves. Finalement, le Camerounais va t'aimer quand tu es pauvre, idiot, bavard, gueulard et médiocre. C'est pour ça que les médiocres sont les rois partout. À quel moment vous allez aimer la qualité? Normalement, un homme comme moi, si quelqu'un a une télé, il doit lui donner même 100 millions pour que j'apparaisse même à son. Parce qu'on a les dress codes, on a aussi là un peu, n'est-ce pas? C'est ça qui vous énerve. Mhm. Vous êtes paradoxaux. Qui va donc développer le pays? Nous, on va donc s'effacer. On laisse les 1000 vues, les 10 000 vues au Makosso et aux autres cancres là, aux médiocres là. Et c'est ça que vous aimez? Vous dites à un aristocrate, à un roi, pourquoi il est en cravate quand il va à un rendez-vous comme ah, mon pays ici. Oh, Omba. Au revoir. On va se parler tout à l'heure. Moi, ce pays-ci me dépasse. Je n'ai jamais vu un pays où c'est tout ce qui est médiocre qu'on aime. Les gens, vous faites la promotion des gens qui ne devraient même pas exister dans un pays normal. Vous célébrez tout ce qui est médiocre. Je n'ai jamais compris. J'essaie de comprendre ce goût camerounais-là pour la médiocrité. Quand quelqu'un est excellent, il est votre ennemi. Le macabo, le guat. Hein? On fait des efforts, on se documente, on travaille. Tout ce que je vous donne là, c'est le 1 millième de ce que je connais. Et déjà, les gens trouvent peut-être que c'est gênant. Non, faut accepter le progrès. Il faut accepter les lumières. Vous dites que vous êtes un pays pas développé, mais dès que quelqu'un est un peu brillant, vous ne voulez même pas qu'il brille. Vous êtes schizophrénique, cher Camerounais. Je reviens sur vous tout à l'heure. Laissez-moi aller faire mes petites affaires. Hmm? Je vous ai dit qu'on lance la télévision là bientôt. Quand je rentre là. Les bureaux sont déjà à Yaoundé. Vous allez voir, vous allez pleurer. Bon. Mais, Papi Power, voilà un pays où, pour énerver les gens, soit juste bon. Les gars vont se verser sur toi comme un essaim d'abeilles. Mais tu meurs alors, tu laisses la place à quoi? La forêt. Je dis dans mon propre village où je suis, même où on devait me célébrer même. Quand vous avez des enfants dans votre famille qui sont brillants, ou qui vous aiment, qui vous aident, qui vous apportent le développement, vous devez les protéger. Vous savez, quand nos mamans étaient encore nos mamans au village, quand tu atterrissais et que tu avais réussi ton diplôme, elle disait, tu es lui la poule. Là. On t'égorgeait le coq. Et ta mère te faisait une sauce d'arachide terrible, rien que pour toi. Nos mamans, nos grands-mamans célébraient le mérite. Tu rentres de la ville, tu as passé le CP. Pas dire le bac. Je sais qu'il y a des gens qui pleurent. Alors, donc, gens, tu ramènes la science, tu ramènes la société, tu ramènes même les... Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes? On en parle tout à l'heure, n'est-ce pas les amis? Allez, ciao.